l'hormonologie va s'intéresser à la fonction. Et comme il y a très peu de praticiens, il y a très peu de données disponibles et donc ChatGPT répond en général n'importe quoi. J'ai moi-même fait pas mal d'essais en me faisant passer pour différents types de patientes. Il me dit du blabla. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par non pas un, mais deux invités, Vanessa Amonio et Romain Schneves. Alors Vanessa est médecin spécialisé en médecine intégrative, hormonale et anti-âge. Et Romain est entrepreneur et expert en stratégie et croissance dans la health tech et la femtech. Car aujourd'hui, nous allons parler de la santé des femmes, et plus précisément de la ménopause, de la périménopause et des changements hormonaux qui impactent le quotidien de toutes les femmes à partir d'un certain âge. Et le lien avec l'intelligence artificielle se fait ici, puisqu'on va également s'interroger sur la manière dont l'IA peut justement aider à mieux gérer cette période de la vie des femmes. Bonjour Romain, bonjour Vanessa, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment allez-vous ? Très bien, merci Julien. Ravi, Julien, merci. Super. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents avec moi aujourd'hui. Alors, on va commencer par toi, Vanessa, donc qui est médecin spécialisé dans la santé des femmes, avec une question très simple. C'est quoi la périménopause et ça concerne qui ? Alors, c'est assez vaste et en même temps, ça peut être assez simple. C'est en fait toute la période de transition hormonale qui va précéder la ménopause et puis peut-être un peu chevaucher aussi la ménopause. Donc, forcément, ça va concerner directement les femmes dans leur santé. Et il faut savoir que c'est une période assez longue parce qu'elle peut commencer 5 ou même 10 ans avant l'arrêt définitif des règles. Donc, le plus souvent, ça peut être dans la quarantaine, mais il y a des femmes qui sont concernées dès la trentaine et avec des grandes fluctuations au niveau hormonal. C'est-à-dire qu'on n'a pas une décroissance stable, mais il peut y avoir des à-coups, des excès, puis des déficits, etc. Et donc les femmes se sentent souvent perdues avec toutes ces fluctuations hormonales. D'autant plus que ça peut leur donner des symptômes très, très variés qu'on va pas obligatoirement raccrocher de prime abord à des troubles du cycle, parce qu'on peut avoir aussi de la fatigue, des troubles du sommeil, mais aussi de l'anxiété, une sorte de brouillard, cérébral, une prise de poids, des cycles, qui peuvent devenir irréguliers, des trop de saignements, des caillots, et cetera. Donc c'est très, très varié et les femmes se sentent, souvent un petit peu perdues et elles ignorent que ça peut être hormonal. D'accord. Et donc c'est des caractéristiques qui sont à la fois physiques et mentales. Ça touche à la fois le corps et l'esprit des femmes, hein. Exactement. En fait, nos hormones et là j'inclus aussi, les hommes dans cette situation, toutes nos hormones vont s'exprimer en fait dans notre santé aussi bien physiquement, corporellement qu'au niveau, moi ce que j'appelle psycho-émotionnel. Et donc, les troubles de l'humeur, les troubles de l'anxiété peuvent être vraiment aussi reliés à des difficultés, hormonales. D'accord. Alors toi, Romain, tu es entrepreneur, tu es, un homme. Comment t'es venue l'idée de créer une entreprise qui traite de ce sujet féminin très spécifique qu'est la périménopause? C'est quoi l'histoire derrière ce projet? En fait, Ainoa a 1 an et elle n'est pas née d'une étude de marché. En fait, elle est née d'une sortie de rendez-vous chez l'endocrinologue avec ma compagne. Elle avait 38 ans, elle en a eu 39 depuis quelques jours. Fatigue inexpliquée, insomnie, anxiété. On a fait le tour des médecins pendant 5 ans et en fait, j'étais là pour traduire le français avec le professionnel de santé sur le siège à côté d'elle parce qu'elle est polonaise. On parle anglais tous les deux et je m'occupais simplement des traductions. Et à chaque fois, c'était un peu la même réponse. C'est le stress, c'est le rythme de vie, c'est normal, vous n'avez rien. Personne n'a vraiment prononcé le mot périménopause et personne n'a vraiment connecté les points. Ce qui m'a frappé, c'est pas le manque de médecins compétents, ça a été le manque de données. Ma compagne n'avait pas d'outils pour documenter ce qu'elle vivait ou montrer à son médecin une tendance. Moi, je viens du monde de la tech, de la médecine personnalisée, et je me suis dit pourquoi ça n'existe pas encore pour les femmes à cette période de vie. Et on s'est dit qu'on allait en faire notre mission. On est à côté de Lyon, on est 8 aujourd'hui et c'est ça, Inoa. C'est un outil qu'on aurait voulu avoir à disposition le jour où elle en avait besoin. Et alors, c'est quoi le lien justement entre intelligence artificielle et périménopause? Comment tu connectes les deux et qu'est-ce que l'IA fait
pour justement voir peut-être ce que les médecins ne voient pas toujours, Romain? Bah, c'est une bonne question. C'est même la bonne question. L'IA, elle ne lit pas dans les pensées. Ce qu'elle fait, c'est observer des patterns sur la durée. Un peu comme une montre ou un bracelet électronique qui est connecté. Si on le porte, on a plein d'infos. Une femme qui suit ses symptômes pendant plusieurs semaines, elle génère une quantité de données qu'aucun cerveau humain ne peut analyser en 15 minutes de consultation. Dans la paille noire, on va suivre une quarantaine de symptômes, le sommeil, l'humeur, l'énergie, les douleurs, la concentration. Et l'IA, elle commence à avoir des corrélations qui sont invisibles à l'œil nu. L'impact du sport sur le sommeil, les pics de stress redondants, l'intensité des bouffées de chaleur au fil des jours. Et tout ça, c'est déclaré pour en observer les tendances. Donc, on a développé un scan facial qui analyse des marqueurs invisibles comme la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, l'indice de stress. Et ça permet de voir avec des graphes comment la personne évolue pour elle-même, mais aussi aux côtés de son pro de santé. Puisque l'IA chez nous, elle n'est pas là pour remplacer le diagnostic médical, elle est là pour armer la femme avant qu'elle rentre chez son médecin. D'accord. Alors justement, à propos de médecins, Vanessa, comment se sentent les femmes qui viennent te voir pour te parler de périménopause? C'est quoi leur état d'esprit? C'est quoi leur santé physique et mentale? Alors déjà, quand elles arrivent à moi, parce que j'ai fait partie des rares médecins finalement, je suis médecin fonctionnel et dans cette discipline qui est très transversale, j'ai une expertise toute particulière en hormonologie fonctionnelle. Donc, des médecins comme moi, on n'a pas beaucoup, même en Europe, d'une façon générale. Toi, Julien, je crois que tu es sur un autre continent. Il y a quand même, c'est un peu plus développé, notamment en Amérique du Nord, mais en Europe, pas beaucoup. Donc, quand les patientes arrivent à moi, c'est un petit peu, elles sont quand même en errance médicale. Mais si je prends une patiente qui va consulter d'une façon générale, même quand je faisais moi de la médecine générale, elles arrivent en général vraiment inquiètes et elles ont l'impression de ne plus se reconnaître. Ça, je trouve que c'est vraiment le point commun pour toutes ces femmes. Elles disent: «Il y a quelque chose qui a changé chez moi, je ne sais pas quoi. Je perds mon énergie ou alors je dormais bien auparavant et maintenant mon sommeil est, soit haché, soit je m'endors épuisée dès 21h, mais à 1h du matin, je suis réveillée, plein phare et impossible de me rendormir. Dans la journée, ma concentration est complètement amoindrie. Je retenais très, très bien tout ce que je devais faire, par exemple, dans mon job et maintenant j'ai un gros brouillard, cérébral, c'est je ne retiens plus rien du tout. Mon moral fluctue, voire est en berne et il y a, comme disait finalement Romain avec ce témoignage, de sa conjointe, beaucoup de non-écoute dans de nombreux bureaux médicaux où les femmes se font envoyer un petit peu, bouler, si je puis dire ça de manière un peu populaire, mais c'est qu'on leur dit: «Bah, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, la ménopause, ça n'est pas maintenant» et il y a une grande confusion entre le moment d'arrivée de la ménopause et toute cette phase finalement préparatoire. Encore, ce matin, j'étais en consultation avec une patiente qui est plus que, concernée par les troubles de la périménopause et elle est allée voir une sage-femme qui lui a répondu, ça n'a rien à voir avec vos hormones. Votre fils a quitté, la maison familiale, cet été. C'est parce que vous le vivez mal que vous avez ce genre de symptômes. Alors que, voilà, on a clairement identifié qu'il y avait, déjà un trouble, déséquilibre œstroprogestatif, qu'elle avait aussi une thyroïde ralentie sans que ça soit une maladie et cetera et cetera. Donc l'écoute est très importante. Pour moi, c'est très challengeant puisque, je viens du monde de la santé et de l'écoute et je ne connais pas grand-chose à l'IA et donc j'essaye d'apporter mon expertise à cette application, à Inoa, et finalement, je suis habituée à ce que ce soit mon cerveau qui analyse les données de chaque patiente et puis qui va cerner les choses plus subtiles que là, on va peut-être pas, enfin, c'est tout le challenge, en fait, de réussir à amener cette subtilité dans une Qu'est-ce application. qui t'a convaincu d'ailleurs, Vanessa, de rejoindre le projet de Romain, quand il t'a parlé d'intelligence artificielle pour la première fois? Comment t'as réagi? Comment tu t'es sentie en tant que médecin? Alors, c'est pas Romain, c'est en fait, c'est le je collabore beaucoup avec, un autre professionnel qui faisait déjà partie
du comité scientifique et quand, il s'appelle Christian Boyer que m'en a parlé, moi ça me crispe, ça m'a crispée intérieurement parce que je fais des longues consultations et je tiens énormément à ce temps d'écoute et à la finesse de l'écoute et à la finesse du diagnostic. Donc mon 1er réflexe, c'est d'imaginer que l'IA viendrait nous remplacer et donc j'aime pas trop de prime abord. Maintenant, le sujet de la santé de la femme et encore plus précisément des troubles hormonaux est vraiment ma grande passion, ma mission professionnelle et donc je pouvais pas louper en fait cette proposition. Donc j'ai ensuite, eu Romain en contact et puis on a discuté, on s'est rendu compte que, finalement, les compétences des uns et des autres ne pouvaient que nourrir le projet. D'accord. Romain, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il serait possible de créer cette app sans IA? Qu'est-ce qu'apporte l'IA, en fait, dans ce projet? On pourrait l'avoir créé sans IA, et si on fait un parallèle rapide, c'est un peu comme une application de déclaration du cycle menstruel, où tu peux avoir simplement une partie qui est déclarative, mais tu te retrouves à manquer en fait, de recul et c'est en fait ça un peu le cœur du problème. C'est que, comme le disait Vanessa, il y a beaucoup de femmes qui errent pendant des années sans diagnostic, parce que tu peux te dire que le stress fatigue, la périménopause fatigue, une vie chargée fatigue. Comment une femme, voire un médecin, peut faire la différence quand tout se superpose? Et en fait, ce que l'IA introduit, c'est la dimension de temps. Tu vois, un symptôme isolé ne veut rien dire, mais le même symptôme qui revient de façon cyclique, qui s'intensifie sur plusieurs mois, qui corrèle avec d'autres signaux, là, ça commence à raconter une histoire et c'est ce que l'IA apporte. Concrètement, si on parle du stress qui peut être réactif, qui peut monter, descendre, suivre des événements de la vie, la périménopause, elle a une signature un peu différente, qui est plus hormonale. L'IA, elle va permettre d'apprendre à distinguer ces patterns, pas avec certitude absolue, mais avec des précisions qui vont permettre d'orienter. Et c'est ça que ça change. Passer de je ne sais pas ce qui m'arrive ou juste j'ai l'impression que à ok, il se passe quelque chose, je peux le suivre. Et là, on redonne de la confiance, de l'information sur la réalité. Romain, en tant qu'entrepreneur, tu connais sans doute dans le monde de la tech, l'expression garbage in, garbage out, c'est-à-dire de la qualité des données qui nourrissent ton IA vient la qualité justement du diagnostic. Donc en gros, si tu entraînes pas ton modèle d'IA avec les bonnes données, derrière, tu as pas forcément les bonnes informations. Comment est-ce que tu t'assures que les patientes, les clientes, les utilisatrices de l'app, justement puissent rentrer les bonnes données au bon moment? Est-ce que c'est, que du déclaratif? Ou est-ce qu'il y a aussi des relevés, automatiques et à partir de quoi? Comment ça se passe concrètement? Ouais, alors tu abordes un point qui est important. La première partie sur la gestion des données, en fait, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai enjeu sur le bien-être, mais aussi la santé et ça, faut pas le minimiser, qu'une IA généraliste, elle peut raconter, différentes choses, se baser sur différentes sources, donner des conseils qui peuvent être contradictoires et dans un contexte qui peut être médical, ça peut être dangereux. Donc l'importance d'entraîner une IA, on parle d'IA souveraine, qui n'est entraîné qu'à faire de la périménopause avec un périmètre qui est très contraint, c'est extrêmement important. Et dans notre domaine, donc la périménopause, il est entraîné avec des publications scientifiques et surtout, on a la chance d'avoir un comité scientifique qui est indépendant, dont Vanessa fait partie, qui nous permet d'avoir ces garde-fous et d'avoir justement des réponses qui sont précises et personnelles par rapport à ce que vit la personne et par rapport à ce qu'elle déclare, mais en parallèle qui sont assez généraux pour toujours rester dans ce segment-là. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir une IA qui est entraînée, mais qui est entraînée avec des personnes qui ont l'expérience et l'expertise, et pas un modèle complètement général. Tu parlais par exemple tout à l'heure, Romain, de mesurer le stress. Comment tu mesures concrètement le stress sur une app? C'est déclaratif? Tu dis: «Aujourd'hui, je me sens plus stressé qu'hier», Ouais, c'est alors il y ça? a une partie qui est déclarative et c'est aussi important, mais il y a aussi une partie qui est liée à le système de détection qu'on a par rapport au visage, où on a un scan facial qui, pendant une trentaine de secondes, va venir mesurer avec deux technologies ton rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, l'indice de stress. Et en fait, tous les jours, avec la répétition, le mettre en perspective. Et l'intérêt, c'est pas te dire que tu as une maladie ou pas, c'est simplement de donner ce recul pour pouvoir démontrer que sur certaines périodes, tu peux être plus stressé. Encore une fois, ça peut être lié à certains événements, mais ta fréquence cardiaque, elle a quand même une régularité. Et le fait de pouvoir le mesurer et ensuite
auprès de ton professionnel de santé, lui présenter, ces graphes, pour toi comme pour lui. Ça permet d'avoir ce recul et d'avoir cette compréhension de ce qui se passe. Et plus le terme est long, plus il y a un intérêt à mesurer. Vanessa, dans ton métier en tant que médecin, ce genre d'application, qu'est-ce que ça vient changer? Est-ce que c'est je suppose que c'est une aide évidemment si tu as rejoint ce comité scientifique, mais, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que ça accélère la prise de décision, le conseil? Est-ce que ça vient apporter un peu plus de recul? Comment tu intègres ces nouvelles applications de santé et de bien-être? Alors moi, je vais pas être le bon exemple de médecin puisque je fais de l'expertise hormonale depuis très longtemps et je suis assez attachée à avant tout me mettre en lien avec un être humain. Donc c'est peut-être old school, mais c'est pas grave, j'y tiens à fond. Mes patientes aussi, même quand elles m'envoient, plein de résultats de prise de sang, d'autres examens, des données, je lui dis: «On va les regarder, il y a pas de problème. Mais d'abord, j'ai envie de vous accueillir comme l'être humain complet que vous êtes et on va faire connaissance, on va discuter». Et c'est vrai, mes consultations sont vraiment longues et je pense que toutes les données qui peuvent être relevées dans une appli telle qu'Alinoa, heu, correspondent globalement au contenu de ma consultation. Par contre, ce que ça peut clairement changer pour toutes les femmes, c'est que lorsqu'elles se sentent non entendues, parce que la majorité des professionnels de santé, sont peut-être pas complètement, formés à cette périménopause et donc là, ça va permettre d'objectiver la réalité de leurs symptômes et de dire: «Non, je ne suis pas juste un peu agitée dans ma tête» ou «Non, je n'ai pas juste un petit peu mal au ventre de temps en temps. Regardez, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois». Le cycle la vitesse hormonale chez une femme, c'est assez lent, donc se donner 3 mois d'observation, c'est quand même très intéressant. Même si dans l'application, il y a déjà des infos qui sont analysées bien avant les 3 mois, bien sûr. Mais pour que les choses prennent complètement sens, on se dit: «Voilà, 3 mois, ça pourrait être à peu près 3 cycles qui se sont enchaînés». Si les symptômes sont assez reproductibles, ça vient quand même clairement, montrer, pointer du doigt certains déséquilibres et finalement la femme vient un petit peu défendre, sa cause. Là où on l'enverrait un peu bouler, là elle dit: «Non, regardez, ça vous n'allez pas m'envoyer bouler, j'ai objectivement ci, ça comme symptômes et faisons le job ensemble». Pour moi, c'est une invitation pour le soignant à, aller plus loin dans sa prise en charge et le soutenir aussi dans l'écoute du patient. J'oublie quand même pas qu'on vit dans une époque, de désertification médicale. Alors il est facile et tentant de taper un peu sur le dos, des médecins en disant: «Ils n'écoutent plus, la consultation moyenne à ce jour, je crois que c'est 7 ou 8 minutes». OK, mais pour quelles raisons en sont-ils arrivés là? Au prix de quelles contraintes? Et donc je pense que personne n'est heureux. Les médecins se retrouvent à pratiquer une médecine qui est très éloignée de ce qu'ils avaient à cœur de faire, je pense, quand ils se sont engagés dans leurs études et les patients se sentent rarement entendus. Donc si ça peut soutenir les 2 et puis leur permettre de travailler main dans la main, je trouve que c'est extraordinaire et puis ça permet aussi de détabouiser, je sais pas si le mot existe, mais on comprend ce que ça veut dire, de détabouiser, les troubles hormonaux et la ménopause. Parce qu'on a quand même longtemps attendu des femmes qu'elles, se taisent, y compris dès qu'elles ont eu leurs règles. Si ces règles-là étaient problématiques, bah, c'est la vie, tu as mal au ventre, tais-toi et nous embête pas. Tout au long de la vie et jusqu'à la ménopause. Donc on sent qu'il y a quand même un mouvement général où la parole des femmes autour de leurs hormones est en train d'avoir une place, de prendre une place sur le débat public et une appli comme Inoa en fait partie, hein. Justement, Vanessa, est-ce que selon toi, on parle assez de périménopause? Romain disait, en gros, Romain, si j'ai bien compris, et corrige-moi si je me trompe, mais tu as découvert un peu le sujet parce que ta compagne était dans ce cas-là. On parle de la ménopause, on connaît un peu les grands concepts, les grands principes, mais la périménopause, est-ce qu'on en parle assez selon toi, Vanessa? Non, justement, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on a des gens qui arrivent, sont complètement perdus depuis des années et des années. D'une façon générale, les dysfonctionnements hormonaux sont mal connus. On est quand même globalement formé en médecine à soigner des maladies et la médecine conventionnelle est assez performante, sur ce sujet, mais elle va peu explorer,
le déséquilibre qui va mener de l'état de santé à l'état de maladie. Or, tout ça, ça va pas se dégrader, du jour au lendemain. Il y a toute une progression et peu de soignants s'y sensibilisent. En tout cas, les programmes de formation officiels sont assez vides de cela et c'est dommage parce qu'en termes de périménopause, il y a beaucoup de choses à faire sur vraiment de nombreux domaines de la vie de chaque femme et la plupart de ces sujets ne sont pas abordés pendant nos études, hein. Romain, à quel point c'est facile ou difficile de créer une app, une entreprise dans le domaine de la médecine connectée avec IA? Parce que j'imagine que tu as énormément de règles à suivre, tout doit être super carré et cetera. En tant qu'entrepreneur, comment tu vois les choses? En fait, je viens du monde médical où la rigueur, elle est absolue. C'est-à-dire qu'il y a pas de place au possible et tout doit être déclaré. C'est pour ça qu'heureusement les marquages CE, la FDA font un vrai travail de régularisation et de régulation. Donc on a bâti Ainoa avec une rigueur réglementaire, scientifique, clinique la plus forte possible. Parce qu'on n'est pas on sait ce qu'on veut pas être, une application un peu de gaming, une application qui parle d'un sujet qui est important comme si c'était léger. Donc on a vraiment eu dès le premier jour une orientation très très clinique, très très scientifique, baquée par les publications, par la science, la mise en place d'un comité scientifique indépendant immédiatement, un support avec des avocats et des organismes, deux organismes réglementaires qui nous ont permis de être une application qui est dans le wellness, donc dans le bien-être, et pas dans le médical. C'est-à-dire que quand une individu va échanger avec l'assistant IA dessus, il y aura aucun conseil qui soit vraiment thérapeutique sur la prise de médicaments, sur un traitement hormonal ou sur une action qui est soit à but thérapeutique, de diagnostic médical, ce qui nous permet en fait de rester là où on doit être, c'est-à-dire un assistant, un support, un proche, une voix qui entend, qui écoute et qui est présent pour des femmes qui vivent des situations différentes, à des moments différents, qui s'apparentent à la périménopause. Donc, créer une société avec cette démarche-là, finalement, quand on sait tout ce qu'on veut pas faire et qu'on a l'objectif, parce qu'en fait, il est commun hein, pour toutes les applications qui sont autour de la santé féminine, mais de la santé plus généralement, on va apporter un bien-être. On va apporter quelque chose qui va faire du bien, quelque chose qui va entendre, quelque chose qui va donner des réponses qui ont du sens et surtout qui sont personnalisées. Et finalement, quand on met tout ça dans le mixeur, on se retrouve en fait à avoir une roadmap qui est très claire. Et dans notre discours, depuis le jour 1 aussi, ça a été très clair puisqu'on s'est entouré de gens qui étaient compétents, qui avaient de l'expertise dans leur domaine, dans la création d'applications, dans la gestion, euh, on va dire, réglementaire, sur la partie produit. Et du coup, c'est relativement simple parce que on s'entoure de gens qui sont sachants, ce qui permet d'avoir vraiment les bonnes conditions pour mettre en place une application qui a un but et qui répond à un Et marché. quand on parle d'IA, j'imagine que tu reposes sur des LLM, sur des modèles, existants. Tu as pas créé le tien évidemment, donc tu travailles avec enfin, tu parlais tout à l'heure de modèles d'IA souverains. Tu travailles avec, quel modèle? Quelle IA permet justement de faire mouliner les données et d'aider les femmes dans leur, démarche liée à la périménopause? Alors en fait, toutes les IA qu'on pourrait nommer pourraient répondre à une question avec différents angles. Nous, pour le nommer, on a choisi de travailler avec Mistral. Et ça nous permet en fait sur Mistral d'avoir une version qui est sur notre propre serveur qu'on appelle hébergement données de santé, avec évidemment un respect de la RGPD. Et on s'est appuyé sur une société qui est française, qui est grenobloise, qui est très très implantée dans la gestion de l'intelligence artificielle et de la mise à disposition de modèles souverains, c'est-à-dire une IA qui ne travaille que sur un sujet et qui est personnel à l'entreprise pour pouvoir avoir un entraînement et une compréhension avec des bases qui lui sont propres. Donc plutôt que d'aller chercher différentes sources sur Google qui pourraient ne pas du tout correspondre à la personne, bah, il y a une base de données qui est alimentée en quasi permanence uniquement sur le sujet et qui permet en fait d'avoir des réponses qui sont calibrées par rapport aux questions de la personne à partir du moment où on parle de péripénopause. Est-ce que, Romain, toutes les données de toutes les femmes qui utilisent l'app sont mises en commun pour essayer de déterminer des patterns? Ou est-ce que c'est vraiment très individualisé? C'est le sujet sur lequel on travaille depuis le mois de février. On a une data OK. scientist à plein temps chez nous
qui permet en fait, il y a différents modèles d'analyse sur ce qu'on peut faire avec les données et l'objectif, c'est qu'on ait un système d'entonnoir pour, pouvoir générer les données, les comprendre et les mettre en perspective d'une femme par rapport à une femme qui a les mêmes symptômes ou un profil hormonal similaire, par rapport au même âge, par rapport à sa tranche d'âge, par rapport à tout le monde, de manière à ce qu'on puisse comprendre via ensuite des graphes, des nuages de points, des modèles de deep learning qui sont un peu plus, poussés, en fait, comment la personne évolue par rapport aux autres. Donc l'intérêt, c'est de maximiser la donnée pour pouvoir justement, avoir des compréhensions et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les études cliniques qui existent autour de la périménopause, il y en a quelques-unes, mais c'est très peu. C'est quelques milliers de femmes et on va être capable, en fait, d'avoir, assez vite des chiffres qui sont, faramineux entre le nombre d'utilisatrices, mais aussi ce qu'on calcule puisque on va pouvoir mettre en perspective, les fréquences cardiaques, les rythmes cardiaques, différentes, évolutions par rapport aux symptômes avec l'âge et ça nous permet vraiment de pouvoir, dresser, un peu comme une étude clinique, tout un panel de résultats sur lesquels on va pouvoir communiquer ensuite et on est déjà inscrit à une première communication sur l'été, de manière à présenter justement des ratios entre, les femmes et leurs symptômes. D'accord. Vanessa, est-ce que toutes les femmes ont toutes les mêmes symptômes sur la même période de temps pendant la périménopause? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est tout sauf simple, et c'est tout le challenge. Et d'ailleurs, je pourrais m'appeler, enfin me dire que je suis un peu le poil à gratter pour Aïnoa parce que j'arrête pas de renvoyer des messages en disant: «Là, ça va pas, là, ça correspond pas à ci». Parce que s'il y a bien quelque chose qui est extrêmement complexe et subtil, c'est le fonctionnement hormonal chez un être humain, et d'autant plus chez une femme puisqu'il y a la nature cyclique de l'équilibre œstro-progestatif. Donc avec une même influence, je pourrais nous extraire du sujet de la ménopause. Imaginons, nous prenons un panel de 100 humains à qui nous allons donner pendant un mois, je ne sais pas, la même malbouffe. Eh bien, on va voir qu'il y aura des différences individuelles. Certaines personnes, ça va leur faire ni chaud ni froid, auront une très bonne digestion, très bonne énergie, très bon sommeil. Jusqu'à l'autre extrême, une personne en un mois pourrait développer un diabète ou d'autres troubles médicaux. Donc, soit une même cause extérieure, là, que je viens de prendre l'exemple, ou un même dysfonctionnement en interne va s'exprimer très différemment chez chaque personne parce qu'il va être relié à d'autres fonctions du corps, la fonction immunitaire, la fonction digestive, parce qu'il y a énormément d'interactions avec le microbiote, la fonction neuropsychique, etc., etc. Et puis, les notions de génétique et d'épigénétique vont intervenir aussi. L'épigénétique, c'est quoi? C'est que certes, on a des données génétiques, j'hérite de papa, maman certaines informations via mes chromosomes, mais les dernières décennies nous ont permis de comprendre que les informations sur ces chromosomes vont s'exprimer ou ne vont pas s'exprimer selon la façon que l'on va mener sa vie, selon l'alimentation, selon l'activité sportive, selon la gestion du stress, etc. Et donc, le gène se révèle ou ne se révèle pas. C'est-à-dire qu'on a la main finalement sur quelque chose que l'on pourrait voir comme un déterminisme. Eh bien non. Il y a des gens qui ont des données génétiques qui pourraient être très mauvaises, mais tous leurs efforts et leur hygiène de vie leur permettent d'avoir une bien meilleure santé que d'autres personnes qui partent avec un meilleur jeu, quoi, on pourrait dire, si on compare avec des cartes, hein. Et de ton regard de médecin, Vanessa, justement, quel regard est-ce que tu portes sur des outils d'intelligence artificielle type, ChatGPT ou Gemini ou autres? Parce qu'on constate que de plus en plus de personnes interagissent avec ces, outils d'IA comme on le faisait dans le passé sur les forums de type, Doctissimo et autres. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que ça sert à rien? Enfin, comment tu vois les Alors, choses? je pense qu'on est alors là, l'un et l'autre, vous êtes mieux placés que moi parce que c'est pas du tout le cœur, de mon activité, et en plus, c'est pas vraiment le cœur de mes centres d'intérêt. Mais la société évolue, donc on peut pas se couper de ça. Ce que je pense observer, c'est que l'IA, classique type ChatGPT, finalement,
va utiliser des bases de données déjà existantes sur la toile. Donc, plus les femmes vont y avoir recours en partageant leurs symptômes, on peut espérer que voilà, ça permette ensuite que la réponse qui leur est faite, ce soit: «Non, ça n'est pas dans ta tête, mais effectivement, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement hormonal et va voir ton soignant bien formé». Mais est-ce que tu as des femmes, par exemple, qui sont venues te voir en disant: «Bah, voilà, ChatGPT m'a dit ça, donc j'ai ça» et en réalité, c'était pas forcément le cas, tu vois? Il y a ce côté un Ah peu, oui, alors exactement. Là, j'amène beaucoup de modulation dans notamment en hormonologie qui est particulièrement, complexe et subtile à pratiquer, surtout l'hormonologie fonctionnelle, c'est-à-dire c'est vraiment une approche très différente de l'endocrinologie. L'endocrinologie va finalement aller chercher les maladies, des systèmes glandulaires et hormonaux. L'hormonologie va s'intéresser à la fonction. Et comme il y a très peu de praticiens, il y a très peu de données, disponibles et le ChatGPT répond en général n'importe quoi. J'ai moi-même fait pas mal d'essais en me faisant passer pour, différents types de patientes. Il me dit du blabla. Si après je lui dis: «Non mais là tu blagues, je suis en train de te parler de la conversion, je ne sais pas, de la testostérone en dihydrotestostérone», c'est n'importe quoi. Il va dans mon sens: «Ah oui, bien sûr, tu m'as dit que, donc voilà». Donc finalement, du début de la discussion à la fin de la discussion, j'aurais pu avoir un problème avec mon enzyme qui s'appelle, la 5-alpha réductase, puis soudainement, j'en ai plus. Le problème, c'est que si la patiente ne va pas pousser ChatGPT et qu'elle reste au début de sa proposition et qu'elle va s'automédiquer, là, par exemple, pour, stimuler ou inhiber le fonctionnement de cette enzyme, bah, elle va se faire du mal, en fait, hein, donc c'est très, très limité. Je pense vraiment que il faut une IA très spécialisée comme celle d'Ainoa, mais l'IA, grand public est à ce jour vraiment nulle en hormonologie. alors justement, Romain, comment est-ce que toi tu traites la question des hallucinations, des IA? Je rappelle juste les hallucinations, c'est quoi? C'est, le fait que l'IA invente des, données, des faits, des, personnes, des informations qui sont, fausses et ou inexistantes. Bah, c'est un vrai risque, et c'est un vrai risque qu'il faut pas minimiser. C'est, une IA généraliste, elle peut confondre les symptômes. Encore une fois, on le disait, inventer des sources, proposer des conseils, et ça peut être grave. Donc, nous à Inoa, on contraint le périmètre et c'est vraiment le principe de, l'IA souveraine. C'est que, il y a un cadre précis et surtout, toujours la périménopause, hein, vous l'avez compris, les symptômes associés et les données que l'utilisatrice a renseignées. Donc en fait, la question sort du périmètre, bah, la réponse elle est simple, c'est on recadre pour dire qu'on travaille autour de la périménopause ou alors, on oriente vers un médecin. Mais c'est une question de design, donc c'est pas un détail technique. D'accord, d'accord et il y a jamais eu tu surveilles, j'imagine qu'il y a jamais eu des cas de, où l'IA, partait un peu dans tous les sens, où, tu es obligé de la retravailler, de la réinitialiser? On surveille en permanence. Donc oui, le principe d'agence, c'est que justement, il y ait, cette, compréhension de ce qui se passe et surtout, on travaille avec un cabinet, parisien d'avocats qui est spécialisé là-dedans, qui nous fait de l'analyse de prompt en quasi permanence pour qu'on soit toujours dans les clous du bien-être et qu'on ne sorte pas, justement et qu'on passe la ligne médicale. Donc c'est extrêmement important. Si, en fait, on commence à donner des conseils où il y a de l'hallucination et on part sur du diagnostic thérapeutique, médical ou des recommandations, on devient un dispositif médical de classe 2A ou 2B. C'est-à-dire qu'il faut un marquage, il faut un dossier technique et c'est plus du tout pareil. Donc, pour ne pas tomber, de ce côté-là, c'est extrêmement important d'avoir, un soutien légal, un soutien juridique, des personnes compétentes en interne ou en externe qui permettent de toujours rester dans ce cadre. De l'hallucination, mais de la recommandation. D'accord, très bien. On a commencé cet épisode, tu, parlais de ta compagne qui a été un peu le point de départ de cette aventure entrepreneuriale. Comment va-t-elle aujourd'hui? Bah bien, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la reprise de confiance, elle est très liée à la compréhension. Et Vanessa, bien sûr, je te laisse intervenir après ces quelques secondes, mais le fait de mettre des mots sur des mots, c'est-à-dire je ne suis pas folle, c'est pas dans ma tête, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de médicaments, mais en fait mes changements hormonaux, j'ai des actions à mettre en place et surtout, ce que je ressens, ça existe vraiment. Un, parce que je le traque et du coup je vois comment ça fonctionne et 2 parce que du coup, je vais mettre en perspective, je vais mettre en place des actions, bah, en fait, je me sens mieux et c'est une vraie libération. D'accord. Vanessa,
Dernière question peut-être pour conclure l'épisode, mais est-ce qu'il existe des traitements, des médicaments? Comment on fait concrètement pour les femmes ou les personnes qui nous écoutent, pour atténuer ces symptômes liés à la périménopause? Eh bien, comme tu as compris, Julien, il y a beaucoup de symptômes possibles, donc il y a pas de j'ai pas une seule solution. Ce qui est absolument évident, c'est qu'il va être important d'étudier, déjà tous les piliers qui peuvent soutenir, en fait, un meilleur fonctionnement hormonal. Donc la nutrition en fait partie, le sommeil en fait partie, l'activité physique en fait vraiment, vraiment partie de manière très importante et il est très important d'inciter, des femmes concernées par la périménopause à se mettre au sport, notamment à faire du muscle, en fait. La perte de muscle est vraiment dommageable en termes de santé et donc de commencer à même faire de la musculation, soulever vraiment des charges lourdes, oser aller en salle de sport parce que quand on est une femme, c'est pas si simple que ça. Il peut y avoir des fois des ambiances très testostéronées, hein, dans une salle de sport. Donc arriver avec son petit legging et ce poids de 5 kilos, on se dit: j'ai l'air un peu d'une mamie cruche», mais pas du tout. Il y a de plus en plus de femmes qui vont à la muscu et elles ont bien raison. Donc tout ça, ça fait partie des points qu'on va, chercher à améliorer avec la patiente et puis selon les symptômes qui vont être les siens, soit on va essayer de soulager les symptômes, heu ça peut être avec, des plantes, ça peut être, alors pour moi je suis aussi médecin homéopathe, donc je peux utiliser de l'homéopathie. Hem, Ça peut parfois être l'utilisation de certains micro-éléments, donc la micronutrition, certaines vitamines ciblées, certains minéraux ciblés. La micronutrition se développe quand même de plus en plus et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de laboratoires qualitatifs qui proposent parfois des solutions un petit peu toutes prêtes, un mélange pour soutenir la périménopause ou ce qui est assez fréquent, le déclin, des hormones féminines va entraîner aussi un ralentissement thyroïdien. Donc on a parfois aussi des complexes comme ça en micronutrition ou en phyto qui soutiennent la thyroïde et cetera. Des plantes, de la gémothérapie qui fonctionne très bien aussi. Donc là, je peux pas donner d'exemple parce qu'il y a autant de prises en charge qu'il y aura de patientes. Et puis, lorsque c'est nécessaire et je m'inscris vraiment dans la lignée de D'ailleurs, les États-Unis ont modifié, hein, leur, positionnement il y a quelques mois aussi au sujet du traitement hormonal de substitution. Donc là, c'est on passe le cap de la périménopause. Quand la ménopause est pleinement arrivée, la femme ne va plus produire ni ses œstrogènes ni de progestérone. Or, on sait que ce sont ces hormones-là qui vont, jouer un rôle de prévention très important, aussi bien au niveau, des os. On voit pas d'ostéoporose chez une jeune femme de 25 ans. On n'a pas de trouble de démence, à 25 ans. Ah bien sûr, hein, il y a toujours quelqu'un qui va me trouver un cas exceptionnel. Là, je parle de généralité et donc les œstrogènes, notamment, ont un rôle de protection extrêmement important sur quasiment tout le corps de la femme. Ils doivent absolument être contrebalancés par une prise de progestérone parce que des œstrogènes seuls pourraient finalement, engorger la glande mammaire et emmener le sein vers un cancer du sein. Mais un traitement de substitution bien mené avec ce qu'on appelle des hormones bioidentiques, c'est-à-dire ce sont exactement les mêmes dans leur formule biochimique que les hormones que nous produisions naturellement dans notre corps, eh bien c'est reconnu par le corps comme du soi et donc, on va retrouver, toute cette protection-là, au-delà du soulagement des symptômes présents sur ce moment-là, on va avoir aussi la protection pour toutes les années à venir et au-delà, parce qu'il y a des recommandations, particulièrement en France, disant: «Pourquoi pas un traitement de substitution, mais pas plus de 5 ans?» comme si, l'idée était que ça pouvait être dangereux pour la patiente, alors que l'idée de pouvoir poursuivre, en fait, ces hormones, bah, tout au long de sa vie, c'est là où on est dans une démarche une belle démarche préventive. Parfait, très bien. Eh beh, écoute, merci beaucoup Vanessa. Alors on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, Romain, je voudrais te proposer de participer à un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein, de la théorie, pas d'auto-promo, des idées clés, des conseils pratiques, des décisions à prendre.
Je t'écoute et ensuite, Vanessa, je te laisserai la parole pour répondre à la question de l'invité précédent. Romain, je t'écoute. C'est quoi tes 3 conseils? Alors, je dirais que le premier, si vous avez une femme dans votre vie, compagne, sœur, amie, collègue, qui se plaint de fatigue inexpliquée, d'insomnie, de brouillard mental depuis quelques mois, posez-lui la question de la périménopause. Pas pour diagnostiquer, juste pour ouvrir la porte, parce que vous pourriez être cette personne. Si vous utilisez l'IA pour des questions de santé, on le fait tous, posez toujours une deuxième question après la réponse. Quelles sont les limites de ce que tu viens de me dire, par exemple? Ça force l'IA à signaler ses incertitudes, revenir sur le sujet. Et c'est un réflexe simple, mais ça change tout. Et enfin, traquer quelque chose, n'importe quoi, le sommeil, l'énergie, l'humeur, pendant 30 jours. Parce que la donnée la plus puissante en santé, c'est la vôtre. Et on ne peut pas voir ses propres patterns sans les avoir d'abord capturés. Et s'il y avait un bonus que je pouvais ajouter, c'est que nous, les hommes, on a l'habitude de réparer. Et on répare pas sa femme et ses hormones quand justement elle traverse cette situation. Soyons présents en disant je suis avec toi, qu'est-ce que je peux faire, plutôt que de chercher des solutions, de minimiser ou d'ignorer. Donc l'IA est vraiment une aide, hein, mais c'est avant tout une question fondamentalement humaine, hein. Ouais. Parfait, super. Bah, merci beaucoup, Romain. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Vanessa, est-ce que tu es prête? Oui, oui, oui. Alors, en attendant d'écouter ta question pour l'invité suivant, je te laisse écouter celle de Raphaël Labbé, qui est CEO et cofondateur de Wistrust. On écoute sa question. Cher futur invité que je ne connais pas, si tu pouvais nous livrer le hack que tu as mis en place ou le prompt magique qui a changé ta vie dans ton outil d'IA, je suis hyper intéressé de le connaître parce que je pense que, un petit peu comme la baguette magique, ça pourrait m'aider à mieux travailler demain. Alors, j'ai bien compris que tu n'étais pas spécialiste forcément de l'IA, mais l'IA t'intéresse quand même. Je pense que ça peut être très intéressant. Je vais faire le lien avec ce que vient de dire Romain pour consigner justement des symptômes au quotidien et pouvoir objectiver une possible répétition de symptômes ou une évolution. C'est comme par exemple des gens qui ont des troubles du sommeil vont dire je n'ai pas dormi de la nuit. Et finalement, quand on va enregistrer leur sommeil, on se rend compte qu'ils auront dormi 2 heures ici. Il y aura eu plusieurs micro-réveils, etc. Donc, il faut objectiver parce que l'aspect subjectif est très important. Ça, on va le prendre en considération en consultation. Mais pour aller voir, pour avoir une analyse juste, je pense que la consigne quotidienne est intéressante. Enfin, la consigne dans le sens de consigner. D'accord. Donc vraiment garder une trace de ce qui se passe dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel, mais en général, documenter les choses, hein, c'est ce que tu dis. Exactement. Et moi qui fais des longues consultations, bah, mes patients, je leur pose plein de questions et c'est très, ça nourrit énormément la réflexion puis le diagnostic en fait, hein, quand il y a beaucoup d'infos. Alors, parfait. Eh ben, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, à toi maintenant, Vanessa, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Eh bien, dans ce monde un petit peu, agité avec, beaucoup d'énergie laissée dans le mental et puis de cette société très hyper connectée, je demanderais donc à ce cher invité, quel est le petit message que son corps lui dit, lui chuchote de façon un petit peu répétée. Il sait qu'il l'entend, mais il met quand même de l'énergie à le laisser de côté. Donc je l'inviterais simplement à réfléchir à quel est ce petit message et peut-être l'écouter, parce que c'est son être profond qui lui propose de suivre un chemin. Parfait. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup de votre participation à tous les deux, Vanessa et Romain. Vanessa, je rappelle que tu es médecin spécialisé en médecine intégrative, hormonale et anti-âge. Et Romain, tu es entrepreneur, expert en stratégie et croissance dans la health tech et la femtech. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.